Bonjour Gisèle Vienne. Gisèle Vienne, le Festival d'automne, pour son 50e anniversaire, vous rend hommage à travers un portrait en 6 spectacles et une exposition au Musée d'Art Moderne où on découvrira vos talents de photographe aussi. 6 spectacles qui vont du premier au dernier, Les Temps, avec Adèle Haenel, entre autres, et une autre comédienne, Ruth Vega Fernandez. On aura la chance de découvrir ce qui fait la spécificité de votre création. Vous avez 45 ans, vous avez fait une quinzaine de spectacles. Philosophe, vous êtes passé par l'école supérieure de la marionnette de Charleville-Mézières, où vous êtes né, je crois, et vous composez des spectacles qui défient les frontières de la représentation traditionnelle, mêlent musique, marionnettes, danse, théâtre, des spectacles qui interrogent la violence sociale, ce qu'elle fait subir aux adolescents, surtout, il y a beaucoup d'adolescents dans vos spectacles, qui interrogent la vérité de l'être, l'érotisme, la mort. Alors, j'ai évoqué ces spectacles hybrides, pluridimensionnels. Vous vous sentez, Gisèle Vienne, vous vous sentez surtout quoi? Plasticienne, metteuse en scène, photographe, musicienne. Je crois que vous êtes une merveilleuse harpiste. Où est la vraie Gisèle Vienne, ou alors ça n'a pas d'importance, ces étiquettes? C'est drôle parce que je pense vraiment que j'y pensais aujourd'hui, que Bob Wilson, que Pina Bausch ont, je dirais, révélé l'absurdité en fait de cette catégorisation, de ces catégorisations, et qu'en 2021 la question se pose encore. Donc leur travail. Excusez-moi. Non, mais je veux dire, ça veut dire qu'on est dans des formes. Mais la plupart des metteurs en scène restent classiquement moins polymorphes que vous. Oui, mais c'est-à-dire que le spectacle vivant est polymorphe. On peut décider de ne pas regarder la lumière, on peut décider de ne pas écouter les corps, on peut décider de ne pas entendre la composition, mais il y a de la musicalité, il y a du son, il y a de la chorégraphie, il y a du mouvement, il y a de l'architecture, il y a dans toutes les pièces en fait, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la danse. Donc je dirais que des travaux comme Pina Bausch, comme Bob Wilson, comme Cantor, ont merveilleusement ouvert ces voies à un développement de nos sens, c'est-à-dire un développement de notre acuité perceptive, et ont permis des déplacements perceptifs qui font qu'on apprend à entendre des choses qu'on nous a désappris à entendre, qu'on nous apprend à voir des choses qu'on a désappris à regarder, à travers des déplacements du discours. Et le discours, ça passe par la parole, mais ça passe aussi par la représentation. Donc des formes, comment est-ce qu'on va raconter autrement ce qu'on aimerait être une réalité à venir. Donc c'est là où j'irais les artistes qui me semblent déplacer le monde sont ceux qui vont effectivement inventer de nouveaux langages, vont déplacer le discours de l'ordre, les formes qui reflètent l'ordre en place pour pouvoir inventer un monde à venir. Alors justement, dans nombre de ces interviews, Adèle Haenel, donc, qui est une interprète de l'étang, dit que vous avez inventé une langue. Comment vous la définiriez, cette langue ? C'est une langue qui cherche à déplier, je dirais, la perception du temps, la perception du langage, la perception du corps. Donc j'essaie de déplier dans l'espace, par exemple, l'expérience du temps. Si on émet l'hypothèse que le passé ne s'expérimente que dans le présent, le futur anticipé dans le présent, la construction de la mémoire dans le présent, la construction du souvenir dans le présent, quelles sont les différentes strates en fait, de temporalité qui font l'expérience du présent,
Donc évidemment, ça passe par aussi des réflexions, des lectures de textes philosophiques, mais tout ça c'est très bien, mais comment est-ce qu'on arrive à créer une forme qui va déplier cette expérience-là, qui va pouvoir... donc par exemple, mon langage va s'efforcer à déplier le temps, à déplier les différentes strates de langue. C'est-à-dire qu'il y a le texte audible, le texte intelligible, et il y a différentes strates de texte. Donc comment est-ce que je vais réussir à déplier les différents textes qui se côtoient dans l'espace? Comment est-ce que je vais réussir à déplier les différentes musicalités? Donc je ne sais pas comment décrire cette langue-là, mais en tout cas, je dirais que c'est une dissection de la perception que j'essaie de déplier dans l'espace pour en interroger toutes les contradictions, et pour interroger, vous parliez tout à l'heure, pour interroger effectivement qu'est-ce qui est en fait naturalisé dans la perception. Et je dirais ce qui est magnifique dans le spectacle vivant, c'est qu'effectivement on peut révéler l'artificialité de cette construction culturelle de la perception. Donc comment est-ce qu'on va... C'est l'expérience de cette artificialité qui permet ensuite sa réinvention, quoi, ou son déplacement. Quelle expérience voudriez-vous faire connaître à vos spectateurs? Vous parliez d'expérience tout à l'heure. Celle du déplacement, celle du mouvement, celle du déplacement. C'est-à-dire, c'est tout simplement, je pense que c'est dans différentes expériences artistiques, c'est-à-dire déplacer les évidences, c'est-à-dire de casser ce qui est évident et en créer et les remettre en question. C'est ouvrir la capacité, c'est peut-être d'un point de vue contagieux, aussi prendre toute la mesure de notre puissance d'agir en fait par l'acte créateur, par la réinvention en fait de la manière dont on veut. Considérer aussi que on ne représente pas les œuvres d'art, je pense, ne représentent pas le monde. C'est-à-dire qu'elles sont en fait c'est inversé, c'est-à-dire qu'elles c'est elles qui sont c'est elles qui vont décrire, qui vont raconter le monde en fait, qui vont construire le monde. Donc l'acte créateur, c'est pour moi le plus grand espoir, et je pense que l'acte créateur, c'est celui de l'acteur, c'est celui du danseur, c'est celui du metteur en scène, et c'est celui du spectateur. Donc je dirais c'est une expérience créatrice qui passe par tous les sens que j'essaie de partager avec les spectateurs. Est-ce qu'il y a un point commun qui relie les 6 spectacles que vous allez présenter au Festival d'automne? Une ligne commune? C'est les questions qu'on a déjà traversées. C'est-à-dire que du coup, c'est très bien de se poser ces questions-là. Et c'est très complexe d'inventer les formes en fait, qui vont permettre effectivement de déplacer notre regard, et c'est un travail d'une vie en fait. Donc je suis juste en train d'affiner une langue et je l'espère effectivement c'est la même langue en fait, c'est la même langue en construction, qui, j'ai l'impression, est encore au début, en fait. Vos spectacles dénoncent aussi beaucoup la violence sociale qui s'exerce sur les êtres, les individus. Est-ce que ce sont des spectacles politiques? Je dirais plutôt la violence sociétale. Et je parlais de perception tout à l'heure. Quelle différence entre violence sociale et sociétale? Je dirais que la violence sociale est incluse dans la violence sociétale, c'est-à-dire qu'elle fait partie des violences qui sont structurellement, qui sont dans la structure même d'une société, de notre société par exemple, dans les différents rapports de domination. Donc la violence sociale fait partie des violences qui sont celles des rapports de domination qui sont
structurelles en fait dans la société. Ces violences sociétales, ce qui est aussi, ce qui est important, je pense aussi pour moi de comprendre toujours davantage, c'est de quelle manière elles sont comment ces structures sociétales sont invisibilisées et de quelle manière elles sont dans notre corps, quelle est l'expérience sensible, sensuelle que nous faisons de ces structures sociétales et potentiellement quelle est la violence en fait de ces structures intégrées intimement en fait. Donc si vous parliez de l'adolescence tout à l'heure, pour moi l'adolescence c'est le début d'un grand combat, qui est un combat d'une vie, qui est effectivement celui potentiellement d'un rejet très fort de ce viol du corps par la structure sociétale. On met ça souvent sur le compte des hormones, mais à mon avis, ce qu'il y a de plus violent en fait au moment de l'adolescence, c'est cette injonction qui rentre au fin fond de notre intimité et dans notre chair. Donc c'est ce combat-là en fait que j'essaie aussi de décortiquer, que j'essaie aussi de comprendre. Si mon travail est politique, en fait, il n'y a pas moyen de ne pas l'être. C'est pas possible de ne pas être politique. Ne pas être politique, c'est pire en fait. Et en même temps, il y a une dimension quasi sacrée dans vos spectacles qui sont parfois comme des rituels, des cérémonies. Je vais répondre à cette question en disant c'est une question presque de sociologie et d'économie. C'est-à-dire que, comme on le sait, l'art et les religions ont été intimement liés, et c'est dans nos cultures occidentales que depuis peu que ces activités sont beaucoup plus dissociées et comment dire, c'est comme si le champ de l'art rentrait à la fois dans une économie capitaliste, rentrait dans le champ du divertissement, alors que, pour moi, je suis peut-être artiste, mais je suis aussi vraiment amateur d'art. J'aime tout, le cinéma, la littérature, la musique. Et pour moi, c'est un rapport... c'est l'endroit... je cherche le sens, en fait. C'est l'endroit du sens. Et c'est comment dire, pour moi, dans la société, l'expérience artistique est plus proche de l'expérience religieuse que de celle du divertissement, de la consommation. En fait, c'est d'autres enjeux. Donc, en tout cas, j'espère créer des expériences, des espaces, en tout cas, où on peut explorer le sens. Alors, on se rend compte en vous écoutant que vous avez une formation de philosophe, vous avez un discours structuré, une parole brillante, et en même temps, alors ça n'empêche pas, mais du tout, vous construisez vous-même, vous faites vous-même les marionnettes de vos spectacles. Vous avez besoin de cette double appartenance un peu artisanale, manuelle et intellectuelle. Mais quand j'ai étudié la philosophie, j'étais surprise par l'aspect, en tout cas faussement universel, désincarné, abstrait de la pratique. C'est pour ça que très tôt, des philosophes comme Georges Bataille m'ont frappée. Pour il y avait quelque chose qui était dysfonctionnant en fait, et il a fallu. Donc c'est ce qui m'a fait aller vers la pratique artistique, qui pour moi est une exploration physique, sensible, phénoménologique des questions philosophiques. Et je dirais cette illusion de la désincarnation de la philosophie, de la pensée philosophique, est une illusion en fait, et est une illusion qui sert un système de domination en fait. Donc pour moi ça a été extraordinaire en fait d'avoir au moins cette intuition qui m'a fait aller vers le geste, vers le corps, vers la matière. Et j'ai un plaisir immense mais je veux dire, faire de la sculpture, faire du modelage, faire de la peinture,
travailler avec des comédiens, travailler avec des danseurs, faire de la photographie. Si vous voulez, comment dire, c'est une autre expérience physique, mais ce sont toujours, comment dire, c'est comme des jeux de traduction. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais traducteur et que j'essayais de questionner à travers différentes langues certaines notions qui m'obsèdent en fait. Et différentes langues, ça peut être différentes formes à l'intérieur du théâtre ou de la danse, mais ça peut être aussi changer de médium, d'aller de la danse au cinéma, à la photographie, qui me permet toujours de remettre en perspective sur ce qui est voilà, un des enjeux extrêmement excitants, c'est de réussir à remettre en perspective. Mais tout ça en fait est... Je veux dire, tout ça, c'est pas une motivation intellectuelle en fait, c'est une motivation d'abord sensible en fait. Il faut d'abord si vous voulez, la révolte et la révolte ou le désaccord c'est d'abord le corps qui va crier ce désaccord. Et donc il y a une nécessité en fait, il y a une nécessité sensuelle, sensible à créer et travailler la sculpture, travailler la peinture. Enfin, c'est les couleurs, la matière, les lignes, l'espace. C'est un plaisir physique pour moi. C'est une joie immense en fait. Comment êtes-vous venu à la photographie ? Puisqu'il y a une exposition de vos photos au Musée d'Art Moderne, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette exposition ? Oui, c'est marrant, j'en ai fait en fait énormément et bizarrement, presque ces derniers temps, la photographie est tellement partout que j'arrive plus trop à photographier, mais j'espère que ça va revenir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup photographié. Est-ce que ça s'est trop banalisé, vous trouvez, ou c'est devenu un médium ? Je sais pas. Enfin, je veux dire, en fait, il y a la surabondance. J'ai un étouffement photographique qui fait que je n'arrive plus, sincèrement, aujourd'hui, vraiment à photographier, mais j'espère beaucoup que ça va revenir parce que j'aime ça. Mais j'ai commencé parce que pour préparer mes mises en scène, vraiment dans le travail de préparation, je mettais en scène et je photographiais. Donc c'était des esquisses de mise en scène à travers mes photographies. Donc j'en ai fait énormément comme ça. Et puis du coup, de ces mises en scène photographiées, j'ai commencé à faire des photographies qui n'étaient plus forcément liées aux mises en scène, mais en tout cas c'est le même moteur de composition, de mise en scène qui m'a amené vers la photographie avec ce que je retrouve dans le spectacle vivant, c'est-à-dire un amour. Peut-être qu'un des médiums que je préfère, c'est la lumière. Enfin, que je préfère. Je suis pas. Je travaille avec des éclairagistes fabuleux parce que moi-même, j'ai beaucoup pratiqué, mais je ne suis pas du tout éclairagiste. Mais je dirais que c'est peut-être un des médiums que je trouve les plus fascinants. Enfin, vraiment, qui me fascine, quoi. Comment et pourquoi ? Parce que là, on va pas. Tout à l'heure, on va avoir Bob Wilson. Lui aussi est un sculpteur de lumière dans ses spectacles. Ça a une importance étonnante. Donc pourquoi la lumière vous semble si importante ? Je dirais que c'est d'un point de vue vraiment sensible et sensuel. Ce sont des expériences pour moi qui font partie des plus bouleversantes. Donc, je dirais, encore une fois, c'est à travers cette physicalité de l'expérience de la lumière. Après, évidemment, c'est gérer ce pouvoir subtil, discret et énorme, interprétatif, de mise en scène qu'a la lumière, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le médium le plus discret et le plus puissant, en fait, dans sa manière, évidemment, de révéler autrement, de remettre en perspective, de cacher, de dévoiler. Enfin, bon, je dis là des banalités, mais c'est le grand pouvoir discret de la lumière. Comment vous travaillez avec les acteurs ? Voilà. Là, et ce que je voulais dire surtout, et j'imagine que Bob Wilson dira la même chose, c'est la peinture. Enfin, je veux dire, c'est l'art de la peinture, c'est la lumière. Et donc, c'est que quand on parle des poupées, j'ai aussi l'impression de faire la peinture. Et enfin, je veux dire, c'est aussi une passion pour la peinture, en fait. Pardon, vous me disiez ? Oui. Comment vous travaillez avec vos acteurs ou les musiciens qui sont dans vos spectacles ? Comment vous travaillez avec les acteurs principalement ? Comment vous les dirigez ? J'imagine que vous ne faites pas de psychologie. Je fais... Comment ? Je travaille avec des gens très différents, donc j'essaie aussi de voir avec qui je travaille. Et
je travaille longtemps. Processus de travail très long. Et je dirais qu'on passe d'abord peut-être par des pratiques de corps, vraiment un travail peut-être plus dansé, aussi avec des pratiques somatiques, où on est peut-être qu'on essaye... Pratiques somatiques, comment? C'est en fait c'est des pratiques qui ont des vertus thérapeutiques comme la gymnastique sensorielle. Enfin, nous on a notre cuisine, mais je veux dire, on a tous des cuisines différentes, mais ce sont des dérivés de qigong, de gymnastique sensorielle, qu'on remanie à notre manière, mais qui permettent, je dirais, vraiment d'essayer d'être déjà tout simplement très présent dans le moment où l'on est, d'être très à l'écoute de soi-même, d'être très à l'écoute de l'espace, d'être d'abord dans un travail de corps qui est très global, qui n'est pas dissocié. Tout ça semble très évident, mais on voit quand on regarde les corps dans la rue, quand on regarde les corps au plateau, que nous n'avons pas du tout été éduqués comme ça. Donc je dirais qu'il y a presque une sorte de, enfin moi la première, mais une sorte de rééducation à faire qui nous permet d'être dans l'instant présent, dans une globalité de corps, avec aiguiser une conscience aussi à la fois de l'écoute de son corps et du sens. C'est-à-dire que que je travaille avec des danseurs ou des comédiens, comprendre si on essaie de partager avec les spectateurs le développement de l'écoute du corps, quel est le langage, quel est le discours du corps. Pour moi, l'abstraction n'existe pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne suis pas en mesure de comprendre, mais ce n'est pas l'abstraction, en fait. Qu'est-ce que j'arrive à entendre et j'arrive à ne pas entendre, en fait, ou entendre autrement. En tout cas, voilà, c'est aussi... donc ça passe beaucoup, on va dire, par la danse, à définir plus spécifiquement ce que c'est. Et ensuite, je travaille ces jeux de dissociation, c'est-à-dire ces différents rythmes, différentes qualités de type de mouvement, différents rythmes de mouvement. Et là, en l'occurrence, pour les temps, où on l'a aussi beaucoup travaillé pour Jerk ou pour The Ventriloquist Convention, des travaux de dissociation de voix et dissociation de voix et de corps. Donc c'est là où on commence à déplier et où le corps devient orchestral, c'est-à-dire le corps va pouvoir déployer différentes langues et différentes temporalités et partager, parce que c'est une langue qui se construit, c'est-à-dire que j'ai déjà tout un tas d'outils que j'ai élaborés depuis des années, et cette langue se développe de création en création et aussi en collaboration avec les interprètes. Donc ensuite, cette langue-là qui permet de déployer ces langages multiples et de parler autrement, une fois qu'elle est, je dirais, très intégrée par les interprètes, c'est vrai qu'ils sont en mesure de parler cette langue-là et eux-mêmes de parler avec ma parole dans la pièce. C'est-à-dire chacun de nous parle en fait dans la pièce. Donc ce qui m'intéresse, c'est aussi vraiment d'entendre en fait. C'est-à-dire c'est pas... on m'a souvent dit, vous êtes marionnettiste, vous manipulez, vous dirigez les comédiens, les danseurs. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, justement, de travailler avec des humains, c'est de les entendre, c'est de les écouter et de leur donner et de construire ensemble une langue qui leur permette de dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire avec la langue ou ne pas dire de cette manière-là, avec la ou les langues qu'ils connaissent jusqu'à présent. Pourquoi le choix d'Adèle Haenel qui est plutôt dans le monde du cinéma, même si elle a fait un peu de théâtre, qui a une dimension un peu politique engagée. Pourquoi vous l'avez choisi pour jouer l'adolescent adapté de Robert Walser dans Les Temps? Le choix me semble assez évident. Non. Enfin, je veux dire, pour moi, pour moi, ça a été une évidence parce que déjà, c'est une très grande actrice. Au cinéma, en tout cas. Oui. Je ne l'ai pas vue encore dans Les Temps, mais on dit beaucoup de bien de sa performance. Oui, après on s'est rencontrés, je ne sais plus, en printemps 2018. Donc c'est maintenant le processus de travail, la collaboration est assez longue. Elle est partagée avec le public maintenant. Je dirais qu'il y a des intérêts artistiques, philosophiques, politiques communs qui ont fait que notre rencontre était évidente.
et qui fait que, comment je travaille avec les comédiens danseurs, en fait, c'est un dialogue, c'est une discussion qui passe par la mise en scène et qui se déploie aussi en dehors de la mise en scène. Mais donc je dirais, il y a des je dirais des préoccupations communes évidentes et que ce soit sensible, intellectuel, politique. Mais je dirais que en fait, il ne faut jamais sous-estimer, c'est d'abord l'intuition, en fait. Moi, là, je vous dis ça, je fais la maline, mais c'est d'abord intuitif, en fait. C'est d'abord une intuition qui fait qu'on comprend que c'est le chemin à prendre. Quels sont vos maîtres, Gisèle Vienne? Qui vous a pu vous influencer dans votre parcours artistique? J'ai pas très envie de parler de maître, justement. C'est la féministe qui parle? Ouais, j'espère qu'on l'est tous, en fait. J'espère que nous sommes tous féministes et que nous n'avons pas envie de parler de maître. Non, mais maître, ça pourrait être maîtresse. Hein. Non, mais en fait, je dirais qu'on est... Encore une fois, je crois que c'est l'expérience du spectateur, de l'artiste. C'est une discussion, en fait, qu'on a avec des œuvres. Enfin, ce que je trouve magnifique dans l'expérience artistique, pour moi, je peux parler avec vous, je peux parler avec différentes personnes, et c'est le dialogue que je peux avoir très spécifique avec certaines œuvres. Donc, quels sont les dialogues, en fait, quels sont les artistiques qui m'ont marqué? Et alors, lesquels? Il y a eu, très tôt, certainement Cindy Sherman et Christian Boltanski, et Maggie Marin, et Bob Wilson, évidemment, et Tadeusz Kantor. Qui travaillait aussi avec des marionnettes. Tout à fait, tout à fait. Donc, et Pina Bausch, et oui, peut-être. Enfin, en fait, il y en a. En fait, il y en a tellement. Enfin, il y en a tellement. Là, je cite ceux qui sont très très évidents comme ça, et que il y a en littérature très fortement Alain Robbe-Grillet, évidemment Dennis Cooper, avec qui je collabore. Plus récemment, et vous avez travaillé même avec Catherine Robbe-Grillet. J'ai travaillé avec Catherine Robbe-Grillet. Là, pour Robert Walser, en fait, j'étais complètement plongée dans la littérature d'Annie Ernaux, qui on va dire... Annie Ernaux? Oui, qui est pour Robert Walser? Oui. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire qu'il y a... je crois aussi, ils ont une manière tout à fait différente, en fait, d'articuler... je dirais le rapport entre, justement, entre l'histoire de la société et l'histoire de l'intimité. Après, ils sont des auteurs très différents, mais je trouve que j'ai l'impression que chez Annie Ernaux, pour moi, c'est vraiment la littérature. J'ai jamais lu des textes qui j'irais aussi simplement et génialement superposés et articulés l'histoire de la société, l'histoire de l'intimité. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'essaie de comprendre davantage, c'est en fait, l'expérience intime de la société, quoi. L'expérience charnelle, l'expérience sensuelle de la société. Là, on va avoir bientôt à votre place Robert Wilson. Est-ce que ça a été pour vous un créateur important? Mais oui, c'était important, parce que quand j'ai découvert le travail de Bob Wilson, en fait, j'essaie de me souvenir, mais je crois... donc, j'ai fait la fin de ma scolarité à Berlin, et j'avais la chance d'habiter à côté du Berliner Ensemble, où j'allais voir au hasard des pièces, parce que tout était génial. Et j'ai vu Paysage avec Argonautes de Heiner Müller et Bob Wilson. Et j'ai été frappée. Et juste déjà, parce que c'était différent, parce que ce n'était pas une mise en scène qui répétait les conventions du théâtre, c'était tout à fait autre chose. Et déjà, cette différence a été extrêmement réjouissante, c'est-à-dire une autre hypothèse de représentation. Et puis, évidemment, j'ai été sensible à
à son intelligence sensible de l'espace, de la couleur, de la ligne, de la musique, du mouvement. Donc j'ai découvert et Heiner Müller et Bob Wilson au même moment. C'était une chance extraordinaire. Ouais. Et après, j'ai eu la chance de voir de nombreuses pièces. Ouais. Et en fait, on aimerait que Bob Wilson soit plus ringard, mais il ne l'est pas du tout. Comment ça, plus ringard? On aimerait qu'il fasse partie de l'histoire, et en fait, il est encore. Il est encore là. Il est encore en avance sur l'histoire, et je dirais tant mieux pour lui, mais on aimerait que l'histoire aille plus vite, et que effectivement ces déplacements formels soient plus largement les expériences qu'on fait sur les plateaux, en fait. Et ça reste encore assez rare, et Bob Wilson fait partie de cela. Vous évoquiez Berlin, vous êtes franco-autrichienne. Votre mère était peintre, élève de Kokoschka, je crois. Est-ce que cette double culture, vous devez être parfaitement bilingue, cette double culture franco-autrichienne a été déterminante pour vous? Oui, on peut vous dire ça comme ça. Ça a été déterminant. Je crois vraiment dans cette première expérience qui fait que je grandis avec deux langues, l'allemand et le français. Et je grandis aussi dans deux cultures, enfin même trois, parce que j'ai parti tôt, j'ai commencé le collège en Allemagne, et de voir deux systèmes en fait, c'est-à-dire des systèmes. Alors, l'Allemagne et la France, c'est pas le jour et la nuit, mais c'est quand même différent et ce n'est pas pareil. Et c'est de comprendre qu'effectivement le langage était une hypothèse et qu'il y en avait d'autres. Et que et de le comprendre si vite et si tôt. Après, je l'ai compris, je pense déjà quand ma mère parlait allemand et quand elle parlait français, ce n'était pas la même personne. Et elle n'est pas du tout schizophrène, mais c'est pas le même timbre de voix, ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sont pas les mêmes structures de phrases. Donc, on ne lit pas le monde de la même manière dans une langue et dans une autre. On ne lit pas le monde de la même manière dans une culture et dans une autre. Et ce déplacement, l'expérience très tôt de ce déplacement, je pense que ça a été une chance extraordinaire. C'est à cause de ça que vous voulez exploser les perceptions? Non, c'est parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne me convient pas et que j'aimerais en inventer un autre. Merci Gisèle Vienne, merci. Merci à vous.